Speak. 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 Le Speak. Quand l'économie prend la parole. Le podcast du PIC. En partenariat avec la montagne. Speak. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Speak, le podcast où l'économie prend la parole. Pour animer ce rendez-vous aujourd'hui, Stéphanie Merzé, journaliste à la montagne. Et Mickaël Mussard, responsable communication et marketing du PIC. Bonjour Mickaël. Bonjour Stéphanie. Alors Stéphanie, aujourd'hui on est en juillet, il fait beau, il fait chaud, ce sont les vacances et de très nombreux touristes vont arriver ou peut-être sont même déjà arrivés dans notre belle région qui est l'Auvergne. Alors il faut dire quand même qu'avant 2020, l'Auvergne restait une destination assez discrète, réservée aux connaisseurs si on peut dire. Puis la pandémie est arrivée, elle est passée par là et elle a changé notre manière de voyager, moins loin, plus lentement, plus localement aussi. Et soudain, l'Auvergne coche toutes les cases. Dans cet épisode, nous allons justement analyser l'évolution du tourisme en Auvergne, comprendre ce nouvel engouement pour notre région, voir comment le tourisme influe aussi sur l'économie régionale, sur l'attractivité des talents et des entreprises également. Et pour parler de tout ça, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir 3 experts. Donc, Carole Bonnet, vous êtes directrice générale adjointe de l'Office de tourisme Clermont-Auvergne-Volcan. Bonjour. Bonjour Carole. Alain Grégoire, vous êtes le président de l'UMI 63. Alors, l'UMI 63, c'est l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Bonjour Alain. Bonjour. Et Jessica Pommier, vous êtes influenceuse spécialisée dans le voyage. Votre page Instagram et Petit Bout du Monde compte pas moins de 51 000 abonnés, si je ne me trompe pas. Vous êtes également la fondatrice et la directrice du Salon des voyages qui a lieu tous les ans à Polydome. Bonjour. Bonjour Jessica. Alors, Carole Bonnet, une première question pour vous, pour entrer dans le vif du sujet. Comment se porte aujourd'hui le tourisme en Auvergne ? Le tourisme se porte bien, donc effectivement, comme vous le disiez, une évolution importante depuis la période post-Covid, avec la volonté, les nouvelles attentes des visiteurs, la nature, le bol d'air, l'expérience locale. Donc on constate vraiment une évolution du nombre de nuitées, de l'estimation des retombées économiques qui ont vraiment augmenté de plus de 25% depuis 2019. Et une année 2024 vraiment record en termes d'activité de l'économie touristique sur notre département et notre région. Vous parliez de 2019, il y a une date qui semble correspondre un petit peu à ça. On va remonter une année auparavant, 2018, avec l'effet UNESCO. Est-ce qu'on ressent un effet par rapport à ça ? Est-ce que ça a changé quelque chose ou pas du tout ? Oui, alors ça valorise, ça a contribué à la valorisation du territoire en fait, à une image à l'international aussi. Bon, voilà, c'est quand même une reconnaissance à dimension internationale. Il faut savoir également qu'en plus de la chaîne des Puits de Limagne, on a également Notre-Dame du Port, qui est également la basilique, qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc on lie à la fois les atouts naturels et les atouts culturels, et c'est ce qui fait vraiment l'intérêt de notre territoire et ce qui attire aujourd'hui nos visiteurs en fait. Voilà. Donc oui, bien évidemment un travail important qui a été mené et qui a une vraie plus-value aujourd'hui. Et est-ce qu'avant cette période, l'Auvergne souffrait un peu d'un déficit d'image, selon vous ? Alors, on peut dire que je ne suis pas experte, mais oui, en tout cas, ça a permis de donner une image plus dynamique du territoire, puisque on a modernisé, ça donne une image plus moderne aussi, une dimension culturelle qui est importante aussi sur le territoire, une dynamique aussi des acteurs qui est vraiment depuis quelques années aussi, c'est le collectif en fait qui est important. Donc c'est aussi, ça a créé une dynamique globale et des sites touristiques majeurs. Avec lesquels on travaille, avec Jessica également. Donc c'est une dynamique de tous, où on doit tous être ambassadeurs et donner une image un peu plus moderne. Mais la digitalisation, les parcours immersifs, on a vraiment modernisé nos outils aussi de promotion. Donc et d'accueil de nos visiteurs. Et c'est vrai que ça a été un coup de projecteur assez phénoménal, l'arrivée de l'UNESCO. Je pense que tout le monde en a profité. On s'est tous dit, je pense qu'il y a vraiment une carte à jouer aussi dans les médias. Donc c'est vrai que ça a contribué vraiment au rayonnement de l'Auvergne. Alors je dirais pas qu'on était quand même sous-coté avant, on ne pourrait pas dire ça quand même. On faisait partie peut-être des secrets les mieux gardés de France, on peut dire quelque chose comme ça. En tout cas, il y a eu un coup de projecteur, ça a fait du bien à tout le monde, même si les retombées n'ont pas été immédiates. C'est pas l'année suivante où d'un coup il y a eu une explosion du tourisme en Auvergne. Mais malgré tout, sur le moyen long terme, on voit que l'UNESCO apporte beaucoup à la région.
Alors juste pour quelques chiffres, en fait, 2018, on devait avoir environ 1,5 million de nuitées sur la destination de Clermont, Auvergne, la métropole, en fait, plutôt. Et aujourd'hui, on est quasiment à 1,9 million en 2024 de nuitées. Donc, il y a vraiment eu quelque chose qui a fait évoluer tout ça aussi. Voilà. Donc, Et justement, Jessica, vous, dans vos abonnés, et puis peut-être aussi les partenaires que vous avez via le salon du voyage, est-ce que vous avez observé des changements aussi dans les intérêts que pouvaient avoir, pour avoir les gens pour les destinations comme l'Auvergne? Ah bah complètement, parce qu'effectivement, comme vous le disiez, le tourisme de nature, le retour aux sources, ça fait vraiment partie des grandes tendances déjà depuis quelques années. Et effectivement, on coche toutes les cases. En plus, voilà, on a des volcans. C'est quand même une des seules régions en France métropolitaine où on a les volcans. Il y a encore plein de personnes qui ne savaient pas qu'il y avait des volcans en France. Donc, on les met vraiment en valeur, nos volcans. Et puis, ce sont les montagnes accessibles à toute la famille. Contrairement à nos voisins dans les Alpes ou les Pyrénées qui ont des très hauts sommets, on joue vraiment la carte familiale aussi, avec beaucoup de labels qui sont développés dans différents coins d'Auvergne. Et ça aussi, c'est une belle carte à jouer. Donc, c'est un vrai retour aux sources. On a la nature, on a les lacs, les volcans d'Auvergne. Et je pense qu'on joue la carte à fond. Donc, le tourisme vert, c'est quelque chose... l'Auvergne y répond vraiment. Le tourisme responsable, plus durable aussi, parce qu'on joue aussi beaucoup la carte de la proximité. Donc, on a beaucoup de visiteurs qui viennent justement des régions aux alentours de l'Auvergne, mais également un tourisme de proximité très local, puisque les Auvergnats sont les premiers visiteurs en fait de l'Auvergne. Oui, effectivement, on n'imagine pas, quand on parle de tourisme, on parle des gens qui viennent de l'extérieur du territoire, mais c'est vrai qu'on est une région qui attire elle-même les gens qui y vivent. Oui, complètement. Quand on regarde quelques chiffres récents, on peut se dire qu'aujourd'hui, on a à peu près un tiers des touristes qui résident en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est pas rien. 20% d'étrangers, c'est une tendance qui se stabilise. Mais le fait de refaire découvrir la région aux Rhône-Alpins et aux Auvergnats, ça a vraiment du sens. Quand on regarde le nombre de destinations touristiques un peu emblématiques, il y en a à peu près une vingtaine en Auvergne-Rhône-Alpes. Il y en a quand même 5 dans le département du Puy-de-Dôme. L'Aventure Michelin, Vulcania, Panoramique des Dômes, etc. C'est 2 fois notre poids. Le Puy-de-Dôme, sur le PIB, le produit intérieur brut de la région, c'est 10%. Puy-de-Dôme par rapport à Auvergne-Rhône-Alpes. Là, 5 sur 20, si on a fait des calculs, ça fait un peu plus. Donc, à la fois des destinations référencées, à la fois plus de visiteurs, ça a été dit, plus de nuitées, et une capacité à attirer d'autres publics par rapport à la période avant Covid. Et justement, vous, en tant que représentant des acteurs de terrain, donc les hôteliers, les restaurateurs, est-ce que vous avez senti une inflexion, vous aussi, de votre côté, et peut-être une clientèle nouvelle depuis quelques années? Alors, pour ma part, la réponse est sans complexe, c'est oui. Avant Covid, on va dire les années 2010, 15, 20, on avait plutôt, ça a été dit tout à l'heure, plutôt la clientèle qui venait sur un deuxième choix. Dit autrement, je vais à la mer, c'est un vrai choix. Je vais sur des stations balnéaires, c'est un vrai choix également. Je vais dans le sud-est, voilà, etc., etc. Nous, plutôt deuxième choix. Aujourd'hui, on sent que quand on interroge les estivants, on sent qu'il y a une vraie volonté d'avoir fléché la destination en tant que telle. Pour plus d'espace, un peu moins de monde, un rapport qualité-prix mieux fléché, et puis surtout avoir la disponibilité des sites. On n'est pas dans une région où il y a du surtourisme. On n'est pas dans une région où on fait la queue pour aller visiter je ne sais quoi. Donc ça donne des éléments favorisants pour cette clientèle-là. Moi, j'ai senti un vrai fléchage dans ce sens-là. Et puis, la deuxième raison, c'est que on avait peut-être dans les années, il y a 10 ou 15 ans, un petit peu de retard par rapport aux autres. Et aujourd'hui, je pense que ce retard est comblé. Je pense que ce retard, les investisseurs, les professionnels de l'hôtellerie-restauration, les campings, les gîtes, les chambres d'hôtes, etc., ont fait passablement d'efforts pour être au goût du jour. Quand on regarde les investissements qui ont eu lieu sur le territoire, c'est assez énorme en termes de réalisation. Donc plus de services, plus de capacité à séduire cette nouvelle clientèle. Et naturellement, on voit les premiers frémissements en termes de durée de séjour, en termes peut-être de panier moyen laissé sur le territoire. Tout ça va dans le bon sens. C'est long,
mais c'est visible. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'au-delà effectivement de 2018 et ce label donc patrimoine de l'UNESCO et la crise sanitaire qui a effectivement, on l'a vu partout en France, maintenant il y a cette envie aussi de plus aller sur du tourisme vert. C'est la communication, le fait de travailler ensemble qui a propulsé vraiment le tourisme auvergnat? Moi, je pense que quelque part, chacun a fait des efforts. Tout à l'heure, on a cité le terme collectif, c'est une réalité. Quand on voit les efforts qui sont faits par la région, le département, la ville, la métropole, on tire tous dans le même sens. Donc là, il y a un véritable effet de levier qui s'est opéré. Ça veut dire plus de moyens, ça veut dire des plans de communication beaucoup plus ambitieux, ça veut dire une dépense en termes de stratégie de marketing, de communication beaucoup plus significative qu'auparavant. Et quelque part, ça se voit sur le résultat, ça a été encore dit tout à l'heure. On va devenir, je pense, à terme, une région qui va séduire la clientèle. Et puis n'oublions pas qu'aujourd'hui, les touristes, les estivants, en ont peut-être marre de brûler avec 40 degrés sur les plages de la Méditerranée. Ça remonte. L'expression « ça remonte », c'est une réalité. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup plus de facilité à rejoindre l'Auvergne qu'il y a 15 ou 20 ans. Le croisement des autoroutes en est une belle preuve. Donc, les signaux sont favorables. Il nous faut maturer quelque part les aspects de service. Ça continue à se gaper pour recevoir la clientèle dans de bonnes conditions. Et puis, être créatif en termes d'événements. Salon des voyages, c'est un événement. Le salon Origine Auvergne, c'est également un autre événement. Donc tous ces aspects-là sont favorisants pour doper le tourisme. Et quand le tourisme va bien dans une région, le PIB de la région ou du département est beaucoup plus confortable pour à la fois les habitants et à la fois ceux qui mettent en œuvre les décisions politiques également. Est-ce qu'on peut parler finalement aujourd'hui d'un tourisme de seconde chance pour l'Auvergne ? Seconde chance, je pense que vous y allez un peu fort. Parce qu'en Auvergne, on a toujours tendance à regarder le verre à moitié vide. Moi, je suis corrézien, donc je le vois plutôt à moitié plein. J'arrête de faire de l'ironie, mais c'est un peu ça. Parce qu'on a vraiment des effets de levier. Quand on parlait tout à l'heure des sites emblématiques, on en a un poids beaucoup plus que nos confrères départementaux comme le Cantal ou la Haute-Loire, par exemple. On a, à l'initiative des pouvoirs publics, on est bien nourri d'événements particuliers, thématiques, etc. Peut-être l'effort, me semble-t-il, à faire sur l'aspect touristique, parce que l'aspect touristique, quand on le résume, c'est souvent la saison d'été. Le tourisme, ça ne se résume pas à 3 mois. L'effort qu'on pourrait réaliser ensemble en collectif, c'est sur les maïs, c'est sur le tourisme d'affaires. Là, il y a encore des points de progrès qui sont devant nous, mais quand on veut, on peut. Alors, ce qui est intéressant, vous disiez parler de tourisme responsable et durable. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'effectivement, on s'est tous saisis de cette dimension-là. Et nous, au niveau de l'Office de tourisme, on se rend compte que les entreprises aussi, vraiment, se sont plus tournées vers leur territoire et la consommation de leur territoire en organisant. Nous, on organise des team building, un certain nombre d'événements aussi, et avec la majeure partie d'entreprises locales qui viennent consommer. On gère l'école de voile, on organise des excursions. Là, on a vraiment une prise, une nouvelle stratégie en fait de la part des entreprises locales, régionales. Ça, c'est vraiment important aussi de le souligner. Donc j'aimerais partager, si on reste encore un peu sur on va dire le tourisme familial, on va dire, avant de basculer un peu sur le côté plus tourisme d'entreprise. Mais j'ai entendu une phrase il n'y a pas très longtemps sur les réseaux sociaux qui m'a beaucoup fait sourire et j'aimerais la partager avec vous. Il paraîtrait que les Parisiens auraient troqué Bali pour l'Auvergne. Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité ? Je ne sais pas si on peut comparer Bali et l'Auvergne, mais en tout cas, en termes de dépaysement, on peut s'y retrouver. Non, mais c'est vrai, malgré tout, comme tu le disais, on était peut-être une destination de passage, beaucoup de voyageurs qui traversaient la France, qui traversaient l'Auvergne, parfois pour rejoindre même l'Espagne. Et aujourd'hui, effectivement, on est devenu une vraie destination en soi. Les gens viennent en Auvergne par plaisir de découvrir la destination. Il y a des potentiels de croissance qui sont énormes, effectivement. Le tourisme d'entreprise aussi pour l'organisation de team building, ça c'est vraiment
un potentiel extraordinaire à déployer sur l'Auvergne, mais pas que. On a aussi vraiment un tourisme sur l'itinérance. Je pense notamment à l'itinérance à vélo qui est en train de se développer et je pense que l'Auvergne est en train de jouer une très belle carte en ce moment. On a la Via Allier aussi qui est en plein boom. Donc je pense que l'itinérance, ça a sa place. Le voyage en van aussi également. Le voyage en itinérance à pied, la randonnée. Aujourd'hui, c'est vraiment remis au goût du jour et on fait partie des très belles destinations. Il y a des agences de voyage qui sont spécialisées sur ces thématiques-là et qui organisent de très très beaux itinéraires en Auvergne. Alors, pour compléter, effectivement, nous on parle de filière dans nos métiers et l'avantage de notre destination, c'est que elle a à la fois la dimension archéologie, patrimoine, elle a la dimension thermale. Il y a 2 métropoles en France qui bénéficient d'une station thermale telle que celle de Roya-Chamalières, donc avec tout ce que ça peut apporter aussi en termes de la dimension bien-être, santé. Donc on a le tourisme d'affaires et bien évidemment le tourisme de pleine nature. Donc chez nous, on peut tout trouver en fait, quasiment. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant pour le visiteur aujourd'hui et l'habitant. C'est-à-dire que tous les atouts finalement de l'Auvergne sont vraiment exploités aujourd'hui. Oui, on peut le dire quelque part. Et puis en complément de ce qui vient d'être dit, et représentant des restaurateurs, on est également, c'est un département où l'étape gourmande est Indispensable. bien présente. Donc On mange bien en Auvergne. Et le vignoble. L'estomac, mais on mange bien en Auvergne. Une capacité hôtelière également assez remarquable, qui nous permet d'accueillir non seulement les événements principaux, stratégiques, mais également le flux de clientèle qui migre à certains moments de l'année. Et puis, n'oublions pas également les efforts qui ont été faits pour recevoir les personnes du monde de l'handicap. C'est un élément essentiel. Les hôteliers ont fait beaucoup d'investissements sur ces aspects-là, de manière à recevoir les personnes en mobilité réduite. Je tiens à le souligner parce que ça va de pair effectivement avec tout ce qui tourne autour du bien-être, ça vient être souligné parce qu'on est non seulement à Roya-Chamalières, mais quand on regarde le Mont-d'Or, la Bourboule, Châtel-Guyon, etc., c'est vraiment des destinations à part entière qui se sont reconfigurées. La création sur le département du Puy-de-Dôme d'hôtels 4 étoiles, il en manquait. Oui. On était plutôt sur des standards 2 il y a 15 ans, 3 il y a 5-7 ans. Le 4 étoiles prend sa place. Donc, on coche pas mal de cases. Il y a encore des infrastructures hôtelières qui devraient pousser chez nous. Est-ce qu'il y a encore un manque? Alors, par rapport je sais à que ça. la capacité hôtelière est significative, elle est nécessaire, mais également la création de nouveaux établissements, naturellement, on en a quelques-uns fléchés pour 2025 et 2026 sur des standards plutôt haut de gamme. Donc, ça viendra compléter l'offre hôtelière sur le département, parce qu'on parle souvent de Clermont. Je ne veux pas déplacer l'importance de Clermont, bien au contraire. Mais au niveau du département du Puy-de-Dôme, on avait certains lieux sur lesquels il nous manquait des capacités hôtelières. Quand on regarde Rion, Issoire, Ambert, et dans ces secteurs-là viennent jaillir certains micro-projets, certes, mais qui ont une vraie valeur ajoutée en termes de positionnement, prix, positionnement service et positionnement par rapport à un cadre, un environnement très favorisant. J'en profite d'ailleurs pour rappeler qu'en termes de tourisme d'affaires, le PIC apportera 97 nouveaux studios de 20 et 30 mètres carrés tout équipés et qui permettront aussi de favoriser le tourisme de ce côté-là. Mais vous avez raison de le souligner, c'est important, c'est complémentaire. Nous, hôteliers restaurateurs, on ne voit surtout pas ça comme un élément de concurrence négative. C'est plutôt additionnel par rapport à des dispositifs. Quand on peut, sur le même lieu, bien manger, bien travailler, bien dormir, bien se garer, que demander de plus pour un cadre intermédiaire ou un cadre sup qui passe 10 heures de temps au travail. Donc tout ça, ça a du sens et ça vient en élément intéressant. Puis quand on regarde dans quel cadre le PIC va s'installer, avec la rénovation du quartier des pistes, avec des pôles formation, bref, voilà, c'est un véritable outil d'attractivité du territoire. C'est une forme de tourisme, puisque effectivement la requalification du site, c'est vraiment valorisant pour la destination, et avec toute la diversité effectivement de l'offre culturelle, professionnelle de restauration qu'il va y avoir au sein de cet établissement, c'est intéressant pour nous. La dimension aussi l'espace de coworking, le télétravail qui a pris aussi une part importante à l'issue du Covid. Ça aussi, on est entre la nature, l'aspect professionnel, donc je pense que ça répond bien aux attentes aussi des nouvelles générations
voilà, puisqu'on parlait d'avenir aussi, un peu l'avenir, c'est aussi s'adapter aux attentes de ces nouveaux consommateurs. Les plus jeunes d'entre nous aujourd'hui, comment vont-ils consommer le territoire dans les années à venir? Comment le digital va évoluer? Donc c'est aussi à travers des projets collectifs comme ça, où il faut qu'on se mette au goût du jour aussi et qu'on attire ces clientèles là, quoi. Hein, voilà. On sent donc que l'image de l'Auvergne a vraiment changé et ça se mesure aussi sur les réseaux sociaux, puisqu'il y a la marque Auvergne qui fait partie du top 5 donc des marques de région française. Jessica, vous êtes bien placée peut-être pour savoir effectivement est-ce que vous sentez que le hashtag Auvergne fonctionne sur le réseau? Ah bah oui, complètement, mais parce qu'on est une région aussi qui est très visuelle, hein, et effectivement, d'avoir des beaux clichés, d'avoir des belles vidéos, effectivement, c'est ce qui fait aussi des vues sur les réseaux sociaux. Donc effectivement, l'Auvergne est beaucoup taguée, beaucoup mentionnée. Ça contribue aussi à son rayonnement sur les réseaux sociaux. Moi, à mon niveau, effectivement, donc j'ai un compte Instagram, Mes Petits Bouts du Monde, qui fait la promotion à la fois du tourisme à l'étranger, dans d'autres régions, mais beaucoup de tourisme local. Et c'est vrai qu'il y en a plein de choses à raconter. En fait, il y a des endroits qui sont complètement insolites. D'ailleurs, effectivement, le tourisme insolite et les hébergements insolites, ça fait partie vraiment des choses qu'on peut mettre facilement en avant en Auvergne. Il y a quand même 42% en fait, des personnes qui consomment de l'hébergement insolite qui vivent dans un périmètre de 2 heures. Donc, pour le coup, on est encore une fois sur du tourisme très local et l'Auvergne regorge de pépites sur de l'insolite, que ce soit des chalets sur l'eau, des cabanes dans les arbres, des choses encore plus incroyables. Et moi, j'aime beaucoup mettre en avant ce côté complètement insolite et donner envie aux gens de venir vivre cette expérience à leur tour. En taguant donc Auvergne, évidemment. Bien sûr, à chaque fois. À chaque fois. Et donc, vous évoquez ce qu'on appelle le staycation, en fait, ce qui est effectivement partir en vacances, entre guillemets, mais à 1 heure, 2 heures de chez soi, qui est une forte mouvance actuellement. Exactement, c'est le tourisme chez soi. L'idée de se dire, on peut aussi découvrir des choses incroyables juste au bout de son jardin, au bout de sa rue, et contribuer finalement à faire découvrir des choses qui sont assez incroyables, qu'on ne soupçonne pas forcément, qui sont peut-être un petit peu moins visibles, parce que effectivement, on ne parle pas encore de tourisme de masse en Auvergne, même s'il y a des sites qui sont plus visités que d'autres, mais il y a encore beaucoup de pépites qui sont à découvrir, qui méritent un petit coup de projecteur. En fait, l'intérêt, c'est de faire une balance entre trop montrer certains sites qui n'ont peut-être plus besoin, et puis en faire découvrir encore quelques-uns qui sont encore cachés. Oui, parce que c'est vrai que le Puy de Sancy, un 14 juillet, je ne vous conseille pas. Il y en a quand même quelques-uns qui commencent malgré tout à bénéficier de cette visibilité-là. Donc le but, c'est peut-être pas de partager ces endroits-là, mais pourquoi pas en partager d'autres qui sont encore un peu plus confidentiels. Vous parlez du Puy de Sancy, mais autour du Puy de Sancy, vous avez 550 kilomètres de chemin de petite randonnée. Donc, vous avez tout un tas de monts de puits à visiter de manière slow, puisque c'est le terme qu'il faut prendre aujourd'hui pour les plus jeunes d'entre nous, mais avec une capacité quelque part à séduire non seulement les marcheurs, les randonneurs, mais le tourisme de loisirs très familial. Donc tout ça coche beaucoup de cases aujourd'hui. Hein. Rappelons-nous, le Covid n'était pas loin, on en parlait il y a quelques minutes, mais ce que souhaitaient les touristes, c'était se sentir mieux et bien. C'est-à-dire moins de personnes autour de soi, mais avec une capacité d'avoir une offre de service la plus élargie possible. Aujourd'hui, ce que Jessica vient de dire, ça coche les cases. Et la marque Auvergne, pour rebondir là-dessus, c'est un véritable effet de levier pour le territoire. 4 départements qui se mettent ensemble pour faire des choses en commun, avec une force de frappe assez extraordinaire, ça a du sens. Nous, hôteliers et restaurateurs, on est ravis. Et tu parlais tout à l'heure de la montée en gamme. Ça, pour le coup, je trouve que c'est vraiment un axe à développer parce qu'il y a une vraie demande des visiteurs. Aujourd'hui, effectivement, le luxe, ce sont les grands espaces, c'est la nature, c'est le temps qu'on a en Auvergne. Mais il y a cette demande de services qui monte en gamme. Et il y a vraiment la demande aujourd'hui des visiteurs. Et c'est vraiment bien, effectivement, que les hôtels de plein air, aussi les campings, y contribuent. On a vu de 2024 par rapport à 2023, il y a quand même plus 5% de visiteurs sur les hôtels de plein air 4 et 5 étoiles. Les 1 et 2 étoiles, malheureusement, subissent une baisse de 4,8%, justement. Donc, on sent bien qu'il y a cette demande. Les gens veulent du grand air, les gens veulent des grands espaces, mais ils veulent aussi des services. Non, mais on le voit pareil sur les gîtes, les chambres d'hôtes, où nous, on accompagne en fait nombre de meublés tourisme qui montent en classement. Gîtes de France aussi ont énormément évolué dans leur labellisation. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Pour compléter aussi, donc on développe des animations aussi qui sortent un peu de l'ordinaire. Nous, on appelle ça des visites mystères, justement, parce qu'on parlait de flux tout à l'heure. Et notre rôle, c'est aussi de gérer les flux, en fait, à l'échelle de la destination et d'envoyer les habitants, les visiteurs dans d'autres
lieux en fait que ceux qui sont aussi très fréquentés. Et donc on organise des visites avec des associations qui gèrent le patrimoine dans les villages pour faire découvrir voilà, l'arrière d'une église, un trésor caché qui n'est jamais ouvert. Voilà. Donc c'est aussi ça, l'Auvergne, la destination, c'est des lieux comme ça qui sortent de l'ordinaire et qu'on ouvre à l'occasion des soirées au flambeau dans des villages de petites cités de caractère, telles que je pense à la Sauvetas, à Saint-Turnin ou Vic-le-Comte. Donc voilà, donc on essaie aussi de diversifier notre offre pour gérer les flux et pour apporter un petit peu autre chose d'authentique. Alors justement, donc on parlait de tout ce changement, de cette évolution. Il y a des visages derrière, des emplois. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui en termes d'emploi, le tourisme dans notre région, dans le Puy-de-Dôme? Grosso modo, moi je prendrais ma casquette de responsable des hôteliers restaurateurs. En 2-3 chiffres majeurs, il y a à peu près 2500 entreprises d'hôtellerie-restauration dans le département du Puy-de-Dôme. Donc 2500, quand vous regardez qu'il y a à peu près 30 000 entreprises, tous secteurs confondus dans le Puy-de-Dôme, ça fait une contribution qui est pas loin des 10%. Et on retrouve ce 10%, c'est la valeur contributive du tourisme au sein de la richesse départementale et régionale. Donc c'est un secteur qui pèse. On est le 3e secteur, le tourisme, après le BTP. Et les services, et l'industrie. Donc, 3e secteur, c'est pas rien. 2500 entreprises, je disais, 12 000 emplois. 12 000 emplois, c'est pas neutre, c'est 8,5% des emplois du département, et à peu près pareil au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, c'est un secteur qui est en mutation parce que il y a eu avant et post-Covid. On a souffert pendant les années 20 et 21, pendant les années Covid. En France, 200 000 salariés sont partis du secteur pendant ces périodes compliquées pour la profession, puisque les établissements étaient fermés par décision politique. Mais depuis, les effets de levier positifs ont eu lieu, à savoir que les hôteliers restaurateurs, on le disait, ont fait des investissements significatifs. On est reparti du bon pied. Il y a eu la création de valeur ajoutée, la création de services. On parlait de la création d'hôtels également. Il y a plus d'ouverture que de fermeture. Parfois, on regarde que ce qui ne va pas. Mais regardons également ce qui va bien. Les chiffres Banque de France 2024, c'est plus d'ouverture que de fermeture sur le territoire dans notre secteur d'activité. Et puis, c'est une forte contribution au produit intérieur brut du département. Donc, c'est un secteur qui compte. Parfois, qui n'est peut-être pas assez visible politiquement ou économiquement, mais qui compte lorsqu'on est le 3e secteur sur la quinzaine qui compte sur le territoire. C'est majeur. Donc, pensez à nous. Pardonnez-moi, juste une petite précision. Vous évoquez donc 12 000 emplois. C'est pour le tourisme en général ou juste la partie resto... Hôtellerie, restauration, bar, café. C'est les chiffres au total qui sont supérieurs. De fait supérieurs. Tout à fait. Et pour apporter un chiffre complémentaire, alors je parle à l'échelle de la destination sur laquelle je travaille. C'est les 48 communes de la métropole et de Mondarvan Communauté. Mais on estime à 180 millions de retombées économiques les nuitées, à partir du moment où les gens, donc c'est aussi l'intérêt d'arriver à garder aussi les gens, les visiteurs sur le territoire, puisque on sait qu'à partir du moment où ils dorment, ils génèrent de la taxe séjour et ils créent de la retombée économique puisqu'ils vont aller acheter leur pain, faire leurs courses, consommer de l'animation. Voilà, donc ça c'est vraiment aussi important, cette dimension de rallongement en fait des durées de séjour cette somme-là qui est remise dans l'économie locale, en fait, directement. Donc ça, c'est important parce que ça va générer de l'emploi direct et indirect. Alors, pour que tout ça tourne correctement, il faut des hommes et des femmes qui participent au développement des entreprises. Dit autrement, je disais qu'on a passé la crise Covid avec une perte significative d'emplois. Donc, depuis 3 ans, la profession s'est mobilisée pour rendre notre secteur beaucoup plus attractif. Oui, parce qu'on sait que quand même, c'est des métiers en tension. C'est des métiers en tension, puisque 200 000 emplois ont été perdus pendant la crise Covid. Il faut les renouveler, etc. Donc, tout un tas d'actions ont été réalisées en partenariat avec l'État, avec la région, avec les différentes structures pour redonner du sens à ces métiers. On peut avoir un véritable accélérateur social lorsqu'on démarre dans un restaurant. On démarre derrière la cuisine ou serveur, et 3-4 ans après, on est facilement chef de rang, on est directeur adjoint d'un restaurant, etc. Dans l'hôtellerie, pareil. J'ai des exemples autour de moi où en quelques années, un jeune qui a un bac+2, par exemple,
démarre à la réception, devient chef de réception en 4-5 ans et après peut avoir des migrations métiers tout à fait intéressantes. Donc la profession se mobilise beaucoup. On a fait récemment tout un tas de publicités à la télévision avec le ministère du Tourisme pour revaloriser ces métiers qui concernent pas que l'hôtellerie-restauration, mais on parlait des campings, on parlait des sites touristiques, tout ça fait une convergence extraordinaire. Donc séduire, être attractif et former les salariés qui sont aujourd'hui dans notre secteur d'activité. On se forme, dit-on, toute la vie, c'est une vérité. Donc au niveau de l'UMI, on a des outils qui permettent aux professionnels de former leurs salariés sur les langues, sur les conditions d'accueil, sur la capacité à être meilleur en digitalisation, mieux comprendre le monde du handicap. Tout ça, c'est des outils qui sont mis à disposition pour être les meilleurs au moment T. Je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, Alain. Vous êtes porteur d'un message d'espoir. Vous disiez justement que, contrairement à beaucoup de secteurs, le tourisme, finalement, depuis 2 ou 3 ans, après la crise qu'on a connue avec le Covid, est en train de repartir, du moins sur notre région. Pour autant, on est aujourd'hui dans un environnement, on va dire, économique un peu incertain sur pas mal de points. Est-ce que du côté du tourisme et des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration, on a observé des effets en ce qui concerne, par exemple, la tension du pouvoir d'achat, l'inflation, les charges qui font qu'augmenter au niveau des entreprises, que ce soit aussi du côté des touristes ou des professionnels, hein. On sait que c'est de plus en plus dur pour certaines familles de boucler les fins de mois. Est-ce que vous avez ressenti ces effets et comment les professionnels s'adaptent à ce changement? Bien sûr, ça, c'est le pain quotidien des chefs d'entreprise. Être chef d'entreprise, c'est prévoir et anticiper. 2, faire un 360 rapide sur les éléments de gestion qui se présentent devant vous. C'est-à-dire anticiper moindre dépense de la clientèle, anticiper un coût de plus en plus onéreux sur le plan social dans notre territoire, sur le plan hexagonal. Donc c'est anticiper. De tout cela, le chef d'entreprise met en place des solutions. C'est pas facile, bien sûr, lorsque vous avez des séjours qui peut-être pourraient durer plus longtemps, lorsque vous avez des paniers moyens qui pourraient être beaucoup plus conséquents, lorsque vous avez le coût du travail en France qui est pesant sur le compte d'exploitation de vos entreprises. Bref, tout ceci, on peut en parler des heures, des nuits et des semaines, ça ne fera pas avancer le schmilblick. Par contre, nos chefs d'entreprise sont dans une tendance d'anticipation. C'est mieux prévoir, investir, avoir capacité à gagner de la clientèle. Et quand on disait c'est ensemble, département, région et consorts, d'agir pour développer la valeur ajoutée touristique sur notre territoire, c'est comme ça qu'on sort du bois et qu'on arrive à avoir des scores qui sont quand même suffisamment élogieux. Regardez, il y a l'année dernière, je ne pense pas dire de bêtises, c'était le Tour de France sur notre territoire. 2023. 2023, pardon. Quel élément favorisant d'avoir le Tour de France pendant 2-3 jours sur notre territoire? D'ailleurs, on aura une très belle étape le 14 juillet, si je ne dis pas de bêtises. Je vous le fais pas dire. L'étape nationale. Et Avec Laetitia, on a la chance d'habiter sur un beau secteur qui est le massif du Sancy. Et moi, quand je vois les routes barrées autour du Mont d'Or, je suis heureux parce que ça va être des dizaines de milliers de spectateurs, ça va être des centaines de milliers, des millions, de téléspectateurs. Ça, c'est la vente d'un territoire. Et puis, ça sert pour l'étape la rebondir. plus suivie du Tour de France, d'ailleurs. Pour rebondir parce que sur votre 14 question de tout à l'heure, c'est ça l'attractivité d'un territoire, c'est investir pour pouvoir recueillir. Donc, le chef d'entreprise qui comprend cette chaîne de valeur, je pense, a de beaux jours devant lui, c'est certain. Et puis, on en revient à la dimension du collectif, en fait. C'est-à-dire que si on travaille tous ensemble pour cette même dynamique-là, que ce soit sur l'aspect économique, culturel, patrimonial, voilà, si on collabore aussi les uns avec les autres, voilà, Jessica, effectivement, a créé ce super salon du voyage. Ben voilà, si on est tous aussi les uns avec les autres pour mettre en avant le territoire sur lequel on vit et qu'on souhaite faire découvrir, et ben, on est plus fort en fait, et puis il y a de la concurrence aussi à l'échelle nationale, donc plus on sera ensemble ambassadeurs de cette belle destination, mieux ça fonctionnera pour tout le monde, et on est tous des apporteurs d'affaires aussi, parce qu'en fait il y a cette dimension économique qui est importante. Alors il faut être dans le responsable et le durable, c'est toute effectivement la complexité du sujet, mais si c'est ça en fait c'est que nous voilà, il faut aussi qu'on, grâce à notre expertise et à nos réseaux, on fait vivre nos acteurs de l'économie et de l'économique
touristique, parce qu'on parle des hébergeurs, des restaurateurs, des prestataires d'activités, mais je pense aussi aux boulangers, aux bouchers, voilà, à tous les artisans commerçants qui vont bénéficier aussi d'une dynamique globale, en fait. Et quel est l'impact, par contre, au fil des saisons? Parce que c'est vrai qu'on a tendance à imaginer que l'été serait la saison la plus importante. Est-ce que c'est le cas? Et comment on fait effectivement pour maintenir un tourisme toute l'année? Alors c'est vrai qu'on a le thermalisme, on a quand même plein d'atouts qui fait qu'on peut avoir effectivement un tourisme au fil de l'année, mais... Je vais vous répondre sur ma petite chapelle, qui est l'hôtellerie-restauration. Quand on regarde, par exemple, un paramètre qui est les taux d'occupation dans les hôtels, on voit bien que sur le département du Puy-de-Dôme, le taux d'occupation bouge sensiblement à la hausse pendant la période estivale. Donc ça, c'est valable, je dirais, sur tout le territoire, Clermont compris, Ambert, Thiers, etc., tout le département du Puy-de-Dôme. On a un impact qui n'est pas neutre pendant la saison d'hiver, certes, qui est de plus en plus courte, mais sur lesquels on voit des taux d'occupation également significatifs entre décembre et mars sur nos stations de montagne. Donc, le tourisme pèse sur cette variabilité, sur cette saisonnalité. On peut mieux faire sur l'aspect, je reviens sur l'aspect développement du tourisme d'affaires de manière globale, mais je dirais que toutes les métropoles en France marquent le pas quelque part sur le tourisme d'affaires depuis 3-4 ans. Quand on regarde les dépenses courantes réalisées pendant les grands événements. Donc c'est un véritable axe majeur pour se développer demain, mais nous avons les ingrédients pour parvenir à ce prochain succès. On a une destination, c'est favorisant. Demain, pensons-y, 2027, on aura une desserte ferroviaire à la hauteur. Je ferai rire personne en disant cela, mais le territoire se bat. Objectif Capital est là pour ça, qui rassemble et qui amène tout le monde dans ce sens-là. On se bat également sur les dessertes aériennes. Bon, voilà, regardons dans 2-3 ans et puis on fera le constat à ce moment-là. Mais on a des atouts, mettons-les en valeur, mettons-les en synergie. Je pense que quelque part, ça peut faire encore des lendemains heureux à la fois pour les professionnels et puis pour accueillir de plus en plus de clients dans notre beau territoire. Écoutez, 2027, c'est juste pour préciser, effectivement, c'est les nouveaux trains qu'on attend avec impatience. La rame occitane. Ouais. Et la saisonnalité, c'est un challenge que vivent beaucoup de régions, en fait. Et l'objectif, c'est réussir à faire vivre ce qu'on appelle les ailes de saison, printemps, automne, parce qu'effectivement, l'été bénéficie assez naturellement d'un beaucoup de projecteurs. Et il y a des régions, par exemple, comme PACA, qui ont décidé de ne plus du tout communiquer sur leur offre estivale. Pourquoi ? Parce qu'ils ont déjà trop de monde, en fait, à ce moment-là. Donc, ils ne communiquent que sur les ailes de saison. Et je pense effectivement que nous, on a une belle carte à jouer. On a le tourisme en hiver, effectivement, comme tu le disais, qui se réduit petit à petit. Mais il y a déjà des années que les professionnels du tourisme hivernal ont déjà anticipé, ont déjà travaillé le fait que forcément on a de moins en moins de neige, surtout dans nos stations. Ils ont déjà développé pléthore d'activités qui peuvent s'adapter à toutes les saisons. Et effectivement, on a en plus une région qui a 4 belles saisons. Il n'y a pas toutes les régions en France qui ont ça. Moi, je compare souvent au Canada, mais on a un véritable automne qui est très coloré parce qu'on est justement à des différences d'altitude qui sont hyper intéressantes. Donc, il y a plein de choses à travailler encore. C'est un beau challenge et je pense que déjà sur l'hiver, on est en train d'anticiper plein de choses et on peut encore travailler le printemps et l'automne. Par contre, alors, justement, comment s'annonce cet été au niveau des réservations? Comment vous sentez? Est-ce que l'été 2025 va être un bon cru? En sachant aussi qu'on a une étape du Tour de France le 14 juillet. Donc, est-ce que ça aussi, ça a permis un peu de faire un peu plus de réservations? Alors, nous, sur les chiffres de fréquentation, donc sur le premier semestre, puisque on démarre vraiment l'été, ils sont supérieurs à ceux de l'an passé. On propose aussi des excursions, du réceptif de groupe, et on est aussi en augmentation de chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière à la même période. Sur l'activité de chiffre d'affaires de l'école de Waldedarre, on est aussi bien supérieur par rapport à l'année dernière. Alors, le temps, c'est compliqué, il fait très beau, c'est pas toujours très bon pour la nature, mais en tout cas c'est vrai que quand vous déployez des activités de pleine nature, ça favorise quand même la venue des visiteurs, donc c'est plutôt en tout cas encourageant pour l'instant sur cette première partie de saison. Parce qu'il y a beaucoup de réservations de dernière minute qui sont en fonction du temps. Alors, bien sûr, de plus en plus. Nous, c'est météo dépendant. Et de plus en plus significatif. Alors moi je pense que c'est toujours délicat de répondre à cette question un 5 ou 6 juillet. C'est un peu tôt. Voilà, c'est comme à la foire de Brion, on compte les sous à la fin de la foire.
c'est quand même mieux. Et donc, cette question-là, refaites un podcast fin septembre et on sera ravis de passer un moment dessus. Plus sérieusement, je crois que les pré-réservations, alors, de territoire à territoire, il y a une variabilité assez significative. Donc, c'est pas évident de trouver une tendance départementale. Ça serait trop donner de sens à certains chiffres qui n'en ont pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est l'augmentation relative des taux d'occupation d'une année sur l'autre sur une longue période. Quand on regarde 2020-2024, ces taux-là n'ont fait que progresser. Mais je rappelle que l'été 2024, j'ai les chiffres sous les yeux, le sentiment d'avoir fait une bonne saison des professionnels était contrasté, fortement contrasté. Vous aviez des micro-territoires qui ont tiré leur épingle du jeu et d'autres beaucoup moins. Forte différence entre le milieu urbain et le rural. Donc tout ceci, on refera un bilan bien volontiers à la fin de la saison estivale. Et c'est vrai qu'analyser les chiffres, c'est pas forcément chose évidente puisqu'on est souvent associé à la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est vrai que moi, j'ai pas mal de chiffres, mais qui concernent Auvergne-Rhône-Alpes. Et du coup, c'est pas forcément évident parfois d'extraire les chiffres qui concernent l'Auvergne précisément. Et si on se focalise seulement sur l'Auvergne, c'est vrai qu'on en a un peu parlé tout au long du podcast, mais peut-être revenir un peu dessus. Il y a des nouveaux segments qui apparaissent sur le tourisme, et je pense notamment, donc on en a un peu parlé du slow tourisme, mais aussi donc, le tourisme d'affaires. C'est quelque chose qui peut être intéressant pour notre région, parce que vous disiez que ça stagnait un peu partout, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont mises en place aujourd'hui sur la région Auvergne et plus particulièrement autour de la métropole de Clermont. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être un vrai atout pour nous pour les saisons qui viennent? Ah oui, c'est vraiment stratégique et structurant, hein, le tourisme d'affaires, hein. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir quand même de belles infrastructures, hein, que ce soit le Zénith, la Grande Halle, le Polydôme et nombre d'autres lieux aussi d'accueil des entreprises. Et on parlait de montée en gamme. Je crois qu'il y a vraiment eu aussi une évolution significative, tout en gardant ce côté aussi humain. En fait, on développe aussi beaucoup cette dimension humaine. Donc ça, c'est important. Et ce tourisme d'affaires, je crois, alors dans les chiffres de l'hôtellerie, hein, c'est à peu près 60%. En fait, c'est vraiment très important aussi chez les hôteliers, ce tourisme d'affaires, hein. Et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait aussi des événements qui existants, alors qu'ils soient culturels, économiques, hein. On a parlé d'Origine Auvergne, du Salon des Voyages, mais on a aussi tous les concerts, on a Europavox. Là, il y a un record sur Europavox. Alors, bien sûr, on a le sommet d'élevage, mais il y a tout un tas d'événements autour qui permettent aussi d'accueillir ce tourisme culturel et d'affaires. Parce que c'est intéressant quand vous accueillez des congrès de plusieurs centaines de personnes, que potentiellement, ils aient aussi... alors, ils consomment et ils ne consomment pas, mais plus on aura une image dynamique, diversifiée, plus c'est comme dans le commerce, hein, vous aurez envie d'y aller, que vous consommiez ou pas finalement après. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant. Alors, il y a du travail de fait sur le tourisme d'affaires, c'est sans aucun doute, mais on peut aller plus loin. Oui, encore. On peut aller beaucoup plus loin. Quand on se compare à Saint-Étienne, à Bourges, à des métropoles un peu équivalentes, on doit être la 17e ou 18e métropole en France. Quand on regarde les 14, 15, 16e, on n'est pas loin. On peut gagner en taux de pénétration, en part de marché. Il y a du travail qui est fait, naturellement, mais il y a on a la capacité hôtelière. On a le nombre de restaurants qui est suffisant en termes de taille, de gamme, d'offres, de diversification. On parlait du pic il y a quelques moments, mais quand on verra la nature de l'offre sur le parc Catarou, c'était un secteur où il n'y avait rien. Et demain, il y aura beaucoup. Donc, ça vient compléter quelque part un dispositif sur une métropole. Et mes propos également pourraient être valables quand on voit de nouvelles affaires qui se créent sur des territoires comme Rion-Issoire, où on voit des micro-entreprises se développer sur la restauration. Et puis, on parlait de slow tourisme. C'est une réalité aujourd'hui. Un hôtel qui ne s'occupe pas du slow tourisme lorsqu'on est sur des territoires captifs, au vert, etc., c'est une erreur. Donc oui, proposer la mobilité à vélo, Jessica en parlait il n'y a pas longtemps, mettre en valeur les chemins de randonnée qui sont à disposition gratuitement sur le territoire, c'est quand même assez extraordinaire. Profiter de points de vue formidables, c'est encore mieux. Donc ce slow tourisme, à sa main, à sa vitesse, à ses capacités, que ce soit dans l'hébergement ou la restauration ou les sites touristiques par eux-mêmes, c'est un véritable effet de levier pour le département du Puy-de-Dôme.
Alors Jessica, justement, comment les influenceurs peuvent jouer un rôle dans la promotion de ces nouveaux modes de tourisme et de cette vision finalement un peu nouvelle de notre territoire? Tout dépend en fait du type d'influenceur qu'on a envie de cibler parce que finalement, il y a des influenceurs sur un petit peu tous les domaines, même dans le tourisme. Il peut y avoir des influenceurs spécialisés sur la thématique du voyage en famille, d'autres qui vont être plus sur le tourisme sportif, qui peut être aussi très intéressant pour la région. Donc ce qui est intéressant, c'est de cibler quel influenceur peut donner une belle image de notre région, les inviter à venir découvrir notre région. Et en fait, ils vont contribuer effectivement au rayonnement du territoire parce qu'ils vont vivre de l'intérieur une expérience qu'ils vont partager sur les réseaux sociaux. Et c'est là tout l'intérêt en fait de l'influence. Alors moi, je préfère parler d'inspiration que d'influence, mais l'idée, c'est bien d'inspirer les gens, de montrer ce qu'on peut vivre nous en étant monsieur et madame tout le monde, hein, parce que les influenceurs, c'est quand même ça, et donner envie à d'autres de venir vivre la même chose. C'est vrai qu'on n'a pas forcément, nous, en Auvergne, les mêmes influenceurs qu'on va retrouver, je sais pas, sur la Côte d'Azur ou... Exactement, oui, c'est vrai que le tourisme sportif est vraiment valorisé. Je pense à certains influenceurs qui sont venus. Et puis alors moi, pour le coup, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment développer parce que je fais venir beaucoup d'influenceurs justement sur différentes thématiques sur le Salon des voyages. Et moi, un de mes rêves et un de mes objectifs, c'est que les territoires profitent de leur venue parce qu'ils viennent tous sur une date précise, qui est justement une date qui n'est pas forcément valorisée en termes touristiques. Parce que moi, mon salon, il a lieu cette année, par exemple, en février. Et en fait, je fais venir toute une équipe d'influenceurs des 4 coins de la France. Et moi, je rêve qu'en fait, ils passent une semaine sur le territoire, dans différents endroits, pour que tous en même temps, ils mettent un coup de projecteur sur la destination. Et là, ça fait partie des choses que je travaille, parce qu'il y a encore beaucoup d'acteurs dans le monde du tourisme à convaincre. Même si ça fait des années que c'est déjà en place, l'influence dans le secteur touristique, ça existe. Malgré tout, ça reste encore un petit peu nouveau pour beaucoup de professionnels du tourisme. Il y en a qui jouent le jeu, comme Clermont-Auvergne Tourisme, qui joue le jeu chaque année. Mais ça vaut le coup encore, je pense, de développer ça, parce que en fait, tous prennent la parole en même temps sur un territoire, et ça, c'est très puissant. Jessica, moi, ça serait avec plaisir de flécher quelques hôteliers restaurateurs qui puissent recevoir les influenceurs, parce que ça profite à tout le monde. Exactement, ouais. Donc, il y a un intérêt croisé. Eh bien, il y a déjà quelques-uns de ton équipe qui ont déjà participé. Mais effectivement, je trouve que c'est vraiment intéressant de les faire venir justement sur du hors-saison pour montrer tout ce qu'on peut faire sur du hors-saison. Et puis, voilà, bien les cibler. Je pense que la famille, l'influence dans le domaine sportif, c'est toujours quelque chose qui est assez valorisé. Et il y a vraiment beaucoup à faire parce que ça reste un média qui est intéressant, qui est authentique, qui est accessible. Et puis, une campagne d'influence, ça coûte toujours beaucoup moins cher qu'une campagne télé avec des retombées qui sont très précises. Les chiffres dans le digital, ça fait partie des campagnes qu'on peut mieux mesurer. Donc, je trouve que ça reste un secteur qui est intéressant à développer. Je rebondis sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure. On parlait un peu de tous les événements qui ont lieu sur notre territoire, donc que ce soit le salon d'élevage, Europavox ou tous les grands festivals, Festival du court-métrage par exemple, qui existent. Justement, Clermont et l'Auvergne vont au-delà de la simple nature. On a beaucoup d'événements qui se tiennent et des grands événements nationaux qui se tiennent sur notre région. Ces festivals, ces pôles d'innovation aussi. Quelle place le tourisme tient-il finalement dans la stratégie d'attractivité et de recrutement? Est-ce que ces événements-là permettent aussi de mettre un coup de lumière sur notre région pour ensuite attirer les talents, attirer des gens pour qu'ils viennent y travailler in fine? Je crois que quelque part, on doit regarder ce que font très bien les grandes entreprises de notre territoire. Qu'est-ce que fait Michelin pour attirer des cadres moyens ou des cadres supérieurs? C'est de mettre en valeur pour l'époux ou l'épouse qui suit le cadre des éléments favorisants. Avoir une capacité à se loger correctement, être dans une région attractive, être dans des schémas de pleine sécurité possible pour ses enfants, avoir des réponses adaptées sur les aspects école, etc. Donc, ce que font les grandes entreprises, c'est ce que le tourisme doit faire sur notre territoire. C'est de sortir les éléments favorisants et de les mettre en direction de ceux qui les recherchent. Donc, copions ceux qui savent faire et je pense qu'on arrivera à des scores très, très intéressants. Et qu'est-ce qui attire justement des talents qu'est-ce que le Le tourisme... cadre de vie. C'est le cadre de vie. J'en suis le premier exemple. J'ai passé 15 ans dans le Nord-Pas-de-Calais, et étant natif de Brive, la Gaillarde, 15 ans dans le Pas-de-Calais, et avec mon épouse, on a souhaité venir ici parce que ce qui nous attirait, c'était la nature, présence d'une métropole à moins de 25 minutes du massif du Sancy,
capacité à voir nos enfants avec des éléments de scolarité favorisants et tirer son épingle du jeu une fois que vous serez passé de l'université au monde de l'entreprise. Donc, c'est un marché de l'emploi qui est favorisant, c'est un marché sur le business qui l'est également. Et puis, quand on dit que Clermont est au centre de la France, c'est à peu près ça. Donc, il y a une capacité quelque part à séduire la clientèle européenne. Et est-ce que on a des chiffres justement sur, l'impact de tous cette activité touristique sur l'attractivité des jeunes diplômés ou même peut-être même des entreprises? Est-ce qu'il y a des entreprises qui viennent s'installer au niveau du Puy-de-Dôme pour le cadre de vie que la région est capable d'apporter à ses employés? Alors, moi, j'ai pas de chiffres précis là-dessus, mais bien évidemment, le côté très dynamique qu'on souhaite et qu'on développe attire de nouvelles entreprises, attire de nouveaux talents, et les entreprises se mobilisent vraiment par rapport à ça, hein. Moi, les entreprises et d'ailleurs nombre d'institutions aujourd'hui, hein. Moi, l'autre jour, je collaborais avec le 92e régiment qui s'intéresse aussi à faire découvrir à leur famille le cadre de vie, le centre hospitalier aussi qui souhaite aussi développer des actions pour garder leur talent aussi, voilà, une fois l'internat réalisé. Donc, oui, les entreprises se mobilisent et je pense vraiment que c'est un atout fort de travailler l'attractivité de la destination. J'ai une petite anecdote. Il y a quelques années, j'ai réalisé une série pour l'Office de tourisme de Clermont qui s'appelait Les 4 saisons, du coup, sur Clermont Métropole. Et il n'y a pas très longtemps, il y a un cadre Michelin qui m'a dit « Mais c'est marrant, tu sais qu'on passe toujours les épisodes qui ont été faits pour la métropole pour convaincre nos futurs employés, salariés de venir sur la région. » Et pourtant, les épisodes datent maintenant il y a quelques années. Mais malgré tout, en fait, l'attrait touristique, forcément, donne envie de venir aussi pour s'y installer. Le cadre de vie, c'est vrai que ça fait partie vraiment des facteurs numéro 1. Alors, je vais noircir peut-être un tout petit peu le tableau, mais c'est vrai que alors moi aussi, je suis pas forcément de la région clermontoise. Je suis venu m'installer en 2016. Je me rappelle à cette époque que Clermont était en haut des classements. Vous savez, ces classements qu'on voit fleurir un peu partout sur Internet, des 10 plus belles villes où il fait bon vivre, où il fait bon travailler. Et Clermont était en tête d'à peu près tous les classements que je pouvais trouver sur Internet. Je me suis amusé à re-regarder juste avant d'enregistrer ce podcast. Et malheureusement, Clermont a disparu des classements. On y retrouve aujourd'hui des villes comme Angers ou Bayonne. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quel est le rôle finalement du secteur touristique pour finalement remettre Clermont dans ce classement? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour créer de l'attractivité Alors, autour c'est de pas mon domaine de prédilection, mais juste une remarque. Clermont ne disparaît pas du jour au lendemain de tous les classements. Il y en a eu un qui est sorti il y a quelques jours sur le classement des villes étudiantes. Et Clermont est 8e ville étudiante préférée des jeunes. Donc, vous savez, les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Donc ça, c'est une réalité. Par contre, le véritable classement, pour ma part, c'est la notion d'attractivité et de longévité de rester sur un territoire. Quand vous investissez sur un territoire, vous avez tout intérêt à pouvoir avoir toutes les solutions qui vous vont bien. Dit autrement, un chef d'entreprise qui vient investir dans le Puy-de-Dôme, il lui faut certains aspects. Si ces aspects cochent, mais il restera 20, 25, 30 ans. Je prends mon exemple, je suis venu ici il y a une quinzaine d'années. On a vendu notre entreprise. On reste sur le département du Puy-de-Dôme parce que ça coche les cases. Et je pense que si la case des jeunes est cochée, on vient d'en parler, on a parlé des réussites d'attractivité pour le monde de l'entreprise, ça vient d'être dit. Bref, on a pas mal d'éléments séduisants pour captiver un certain nombre de segments de futures populations. D'ailleurs, quand on regarde la tendance générale de la démographie sur le Puy-de-Dôme, je m'y suis intéressé il y a peu de temps, on voit qu'à court terme, c'est peut-être un peu compliqué, on va perdre des habitants par rapport au sol naturel, sol migratoire, mais à moyen et long terme, on est le département de la région qui va se stabiliser, en gagner un peu plus. Donc, ça veut dire que tout simplement, et ça se fait par le sol migratoire. Le sol naturel, certes, on a une population qui vieillit un peu plus, qui se rajeunit un peu moins. Mais le sol migratoire, c'est quoi? Mais c'est des cadres, c'est des employés, c'est des agents de maîtrise, c'est des futurs chefs d'entreprise qui viennent sur notre territoire, amener de la valeur ajoutée, investir et s'épanouir, tout simplement. D'ailleurs, on le voit avec tous les beaux projets qui fleurissent actuellement à Clermont-Ferrand. Sur notre Vous parliez du pic tout à l'heure, mais regardez l'esprit du parc Catarou. C'est un véritable symbole et ça va être une réussite formidable à moyen long terme. Comment transformer
autant d'hectares industriels en hectares de services. Et de services où vous retrouverez des salles de spectacle, des salles immersives, des capacités à donner du lien avec la population, des hôtels, des restaurants, là je prêche pour ma paroisse, des centres de formation très certainement, qui existent déjà aujourd'hui sur ce site-là et qui vont demain encore se développer. Donc tout ça, c'est une transformation de la cité. Et pourtant, je n'habite pas Clermont-Ferrand. Donc je pense que quelque part, une métropole attractive sert l'ensemble de son territoire. C'est une réalité. En tout cas, la parole est unanime. Tout est fait pour que l'Auvergne, en termes de tourisme, et le Puy-de-Dôme, en l'occurrence, soit de plus en plus attractif. Alors, Il faut être meilleur que Nouvelle-Aquitaine et meilleur que PACA. c'est une très belle conclusion. Ouais. Mais on l'est. Alors, on manque un peu de temps. C'est vrai que les débats sont passionnants et passionnés. C'est vrai qu'on pourrait parler pendant des heures de notre belle région. Il y aurait beaucoup de choses à dire. On n'a même plus le temps de faire notre quiz habituel, mais en même temps, vous avez un peu tous répondu déjà à l'ensemble des questions qu'on avait préparées aujourd'hui. Donc, il est temps de vous remercier finalement tous les trois. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions et d'avoir apporté une lumière très intéressante sur ce qu'est le tourisme en Auvergne. On espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à l'écouter, à vous abonner, à liker. Et puis, on se retrouve très rapidement pour un prochain épisode du Speak. Merci. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Speak. Pic, Le Speak. quand l'économie prend la parole. Le podcast du PIC. En partenariat avec la montagne.